Chapitre 42. La cloche sonne, nous l'entendons dans le lointain. C'est le matin et aujourd'hui nous n'avons pas eu de petit déjeuner. Quand nous arrivons à la grille principale, nous la franchissons en rang, deux par deux. Il y a un contingent massif de gardes. Des anges en mission spéciale avec leur équipement anti-émeute, casques à visière bombée en plexiglas, massues, fusils à gaz lacrymogène, placés en cordon autour de l'extérieur du mur. C'est en cas d'hystérie collective. Les crochets du mur sont vides. Il s'agit d'une rédemption de district réservée aux femmes. Les rédemptions sont toujours ségrégées. Celle-ci a été annoncée hier. On nous en informe que la veille. Ça ne laisse pas assez de temps pour s'y faire. Au son de la cloche, nous longeons les allées jadis empruntées par les étudiants, dépassons des bâtiments qui furent des salles de conférence et des dortoirs. Cela fait un effet bizarre de se retrouver ici. De l'extérieur, on ne remarque aucun changement, si ce n'est que presque tous les stores sont baissés. Ces bâtiments appartiennent à présent aux yeux. Nous nous mettons en rang dans la vaste pelouse, devant ce qui fut autrefois la bibliothèque. Les marches blanches qui y conduisent sont toujours les mêmes, l'entrée principale est inchangée. Sur la pelouse, une estrade de bois a été dressée, semblable à celle que l'on montait au printemps pour la remise des diplômes dans le temps d'avant. Je pense à des chapeaux de ton pastel que portaient certaines des mères, aux robes noires que revêtaient les étudiants, et aux rouges. Mais cette estrade n'est pas la mienne, après tout, à cause des trois poteaux qui s'y dressent munis de boucles de cordes. À l'avant de l'estrade, il y a un microphone. La caméra de télévision est placée discrètement sur le côté. Je n'ai assisté qu'à une seule de ces cérémonies il y a 2 ans. Les rédemptions de femmes ne sont pas fréquentes. On en a moins besoin de nos jours. Nous sommes tellement sages. Je n'ai pas envie de raconter cette histoire. Nous prenons place dans l'ordre traditionnel. Les épouses et leurs filles sur les chaises pliantes en bois disposées dans le fond, les éconofemmes et les Marthas sur les côtés et sur les marches de la bibliothèque, et les servantes devant, là où tout le monde peut garder l'œil sur nous. Nous ne sommes pas assis sur des chaises, mais à genoux, et cette fois nous avons des coussins, de petits coussins de velours rouge, sans rien d'écrit dessus, même pas foi. Heureusement, le temps est convenable. Pas trop chaud, nuages et soleil. Ce serait sinistre d'être agenouillés ici sous la pluie. C'est peut-être pour cela qu'ils attendent si tard pour nous prévenir, pour savoir le temps qu'il fera. C'est une raison qui en vaut bien une autre. Je m'agenouille sur mon coussin de velours rouge. J'essaye de penser à ce soir, au moment où je ferai l'amour, dans le noir, dans la lumière réfléchie par les murs blancs. Je me revois dans ses bras. Une longue corde s'enroule comme un serpent devant la première rangée de coussins, passe le long de la seconde, s'enfonce à travers les fils de chaises, en sinuant comme une rivière très vieille, très lente, vue d'au-dessus, jusqu'au fond. La corde est épaisse et brune et sans le goudron. Son bout intérieur remonte sur l'estrade. C'est comme une mèche à feu, ou la ficelle d'un ballon. Sur l'estrade à gauche, il y a celles qui doivent être achetées. 2 servantes, une épouse. Les épouses sont une chose rare, et malgré moi je regarde celle-ci avec intérêt. Je veux savoir ce qu'elle a fait. Elles ont été placées là avant l'ouverture des portes. Elles sont toutes trois assises sur des chaises de bois, comme des étudiantes un jour de fin d'études sur le point de recevoir leur prix. Leurs mains remontent sur leurs genoux. Ils semblent être croisés paisiblement. Elles oscillent légèrement. On leur a probablement administré des piqûres ou des cachets pour qu'elles ne fassent pas d'histoire. Sont-elles attachées à leur chaise? Impossible de le savoir, sous toutes ces draperies. Maintenant, la procession officielle s'avance, s'approche de l'estrade, gravit les marches du côté droit. 3 femmes, une tante devant, 2 rédemptrices, en capuche et cape noire, un pas de distance. Derrière viennent les autres tantes. Nous cessons de chuchoter. Toutes 3 prennent place, se tournent vers nous, la tante flanquée de ces 2 rédemptrices vêtues de noir. C'est tante Lydia. Depuis combien d'années ne l'avais-je pas vue? J'avais commencé à penser qu'elle n'existait que dans ma tête, mais la voici, un peu plus vieille. Je suis bien placée, je peux voir les sillons qui se sont creusés de part et d'autre de son nez, le pli gravé entre ses sourcils. Ses yeux clignent, elle sourit nerveusement et jette des regards à droite et à gauche, examine son auditoire, lève une main pour tripoter sa coiffure. Un curieux son étranglé sort des amplificateurs. Elle s'éclaircit la gorge. Je suis saisie de frissons.
La haine m'emplit la bouche comme un crachat. Le soleil paraît et l'estrade et ses occupantes s'illuminent comme une crèche à Noël. Je discerne les rides sous les yeux de tante Lydia. La pâleur des femmes assises, le crin de la corde devant moi sur la pelouse, les brins d'herbe. Il y a un pissenlit juste devant moi, couleur de jaune d'œuf. J'ai faim. La cloche se tait. Tante Lydia se lève, lisse sa jupe des deux mains et s'avance vers le micro. « Bonjour, mesdames, dit-elle. Et sur le champ, les amplis renvoient l'écho d'un gémissement à nous rompre les tympans. Parmi nous, c'est incroyable, des rires fusent. Il est difficile de ne pas rire. C'est à cause de la tension et de l'expression irritée que prend le visage de tante Lydia tandis qu'elle règle le son. La cérémonie est supposée se dérouler dans la dignité. « Bonjour, mesdames, reprend-elle d'une voix maintenant métallique et plate. C'est mesdames et non pas mesdemoiselles à cause des épouses. Je suis sûre que nous sommes tout au fait des regrettables circonstances qui nous réunissent ici par cette belle matinée, que nous préférions toutes, j'en suis convaincue, consacrer à d'autres occupations. Du moins, je parle pour moi, mais le devoir est un maître exigeant, ou dirais-je, en cette occasion, une maîtresse. Et c'est au nom du devoir que nous sommes ici aujourd'hui. Elle poursuit dans la même veine pendant quelques minutes, mais je n'écoute pas. J'ai entendu ce discours, ou un autre semblable, assez souvent auparavant. Les mêmes platitudes, les mêmes slogans, les mêmes phrases, le flambeau de l'avenir, le berceau de la race, la tâche qui nous attend. Il est difficile de croire qu'il n'y aura pas d'applaudissements polis à la fin de ce discours, suivis de thé et de petits gâteaux servis sur la pelouse. C'était le prologue, je crois. À présent, elle va entrer dans le vif du sujet. Tante Lydia farfouille dans sa poche, en extrait une feuille de papier chiffonnée. Elle la déplie et la scrute en prenant exagérément son temps. Elle nous met le nez dedans et nous fait comprendre exactement qui elle est, nous oblige à l'observer tant qu'elle lit en silence, faisant parade de ses prérogatives. Je me dis, révoltant, qu'on en finisse. Par le passé, dit tante Lydia, la tradition voulait que les rédemptions soient précédées d'un compte rendu détaillé des crimes dont les prisonnières sont accusées. Toutefois, nous avons constaté que ce compte rendu public, notamment lorsqu'il était télévisé, était immanquablement suivi d'une éruption, pour ainsi dire, ou devrais-je l'appeler une épidémie, de crimes exactement similaires. C'est pourquoi nous avons décidé, dans l'intérêt de tous, de renoncer à cette pratique. Les rédemptions vont se dérouler sans autre forme de procès. Un murmure collectif s'élève de nos rangs. Les crimes des autres constituent un langage secret entre nous. Par eux, nous montrons ce dont nous pourrions être capables, après tout. Cette annonce n'est pas bien reçue. Mais l'on n'en douterait pas à voir tante Lydia, qui sourit et papillote, comme sous un flot d'applaudissements. Il ne nous reste maintenant qu'à recourir à nos propres moyens, nos propres spéculations. La première, celle que l'on soulève maintenant de sa chaise, qui est saisie à main gantée de noir par le haut des bras. Lecture ? Non, cela veut seulement une main coupée à la troisième condamnation. Impudicité ou tentative de meurtre sur la personne de son commandant ? Ou de l'épouse du commandant, plus probablement. C'est ce que nous pensons. Quant aux épouses, il y a en général un seul délit pour lequel elles passent en rédemption. Elles peuvent nous faire pratiquement n'importe quoi, mais elles n'ont pas le droit de nous tuer, pas d'après la loi. Pas avec des aiguilles à tricoter, ni des cisailles de jardinier, ni des couteaux dérobés à la cuisine, et encore moins quand nous sommes enceintes. Il pourrait s'agir d'adultère, bien sûr, c'est toujours une possibilité. Ou une tentative de fuite. De Charles, annonce tante Lydia. Pas quelqu'un que je connais. On fait annoncer la femme, elle marche comme si cela demandait beaucoup de concentration. Un pied, puis l'autre, elle est de toute évidence droguée. Un sourire groggy, décentré, flotte sur ses lèvres. Un côté de son visage se contracte, un clin d'œil non coordonné, en direction de la caméra. Ils ne le montreront jamais, bien sûr, ce n'est pas en direct. Les deux rédemptrices lui lient les mains derrière le dos. Derrière moi, j'entends un bruit de haut de cœur. C'est pour ça qu'on ne nous sert pas de petit déjeuner. Janine, très probablement, souffle Desglaine. J'ai déjà vu cette scène. Le sac blanc enfoncé sur la tête, la femme que l'on aide à s'installer sur le haut tabouret comme si on l'aidait à gravir le marchepied d'un autobus, que l'on cale là-haut, la boucle délicatement ajustée autour du cou comme une chasuble, le tabouret basculé d'un coup de pied. J'ai déjà entendu le long soupir monter autour de moi.
le soupir comme l'air qui s'échappe d'un matelas pneumatique. J'ai vu tante Lydia poser la main sur le micro pour étouffer les autres bruits qui s'élèvent derrière elle. Je me suis penchée pour toucher la corde devant moi en même temps que les autres. La tenir à deux mains, cette corde velue, poisseuse de goudron, sous le soleil chaud. Puis j'ai posé la main sur mon cœur pour montrer mon accord avec les rédemptrices, mon approbation et ma complicité dans la mort de cette femme. J'ai vu les pieds se débattre, et les deux en noir qui maintenant les agrippent et tirent vers le bas de tout leur poids. Je ne veux plus voir cela, je préfère regarder l'herbe, décrire la corde.